La fin du primaire, c'est une étape importante. On se prépare à aller au secondaire, mais c'est aussi l'âge auquel les jeunes deviennent de moins en moins actifs. Bouger, c'est important. Et bouger à l'extérieur, ça fait encore plus du bien. Pour ça, on peut toujours compter sur nos amis les professeurs d'éducation physique et à la santé. D'ailleurs, il faut savoir que ce sont eux qui ont initié le mouvement de l'école en plein air au Québec. Moi, quand je pense à mes cours d'éducation physique au primaire, on dirait que je vois juste un gymnase. Puis ce que j'entends, c'est juste le bruit des souliers de course sur le drôle de plancher qu'il y avait dans les gymnases. Tu sais, quand ça faisait quick, 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 quick. Quand on va être prêt, tu lèveras ta main, on va venir le réparer. Nous, en éducation physique, c'est la moitié de nos cours qu'on passe à l'extérieur avec un accent un petit peu plus important l'hiver. Mais aussi, on a été capable d'aménager notre horaire pour qu'on puisse faire des sorties en co-enseignement avec les titulaires de classe. On peut sortir avec les titulaires pour enseigner les matières académiques à l'extérieur, mais aussi une partie en éducation physique, puis mêler un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui, on est parti de l'école à vélo. On a fait un rappel des consignes de sécurité à avoir en vélo. On roule en peloton. On est 14 personnes par peloton. Est-ce que tu peux être déconcentré? Hein? Est-ce que tu peux regarder partout? Est-ce que tu peux jaser avec ton voisin en arrière? Non, il faut vraiment que tu sois concentré, sinon il va y avoir des accidents. D'accord? Ça va être super important que tu regardes devant toi. L'école Laurentide, elle est située en plein milieu de la ville de Montréal, donc en zone urbaine. On a juste ici l'autoroute 40, l'autoroute 15, l'aéroport est juste là. On entend souvent les avions là, passer. Bon, ben salut! Se déplacer en vélo en zone urbaine, ça pose quelques défis. D'abord, il y a les automobilistes, il y a le trafic qu'il y a autour, donc c'est important de choisir son trajet pour que ce soit sécuritaire. Et puis, bien, ça pose un défi, mais en même temps, ça a toujours été très important pour nous de montrer ou d'enseigner aux enfants à circuler à vélo en ville. On transmet le message, on fait les signes. À mon école, notre clientèle, ils sont pratiquement tous issus de l'immigration. On a des points de service à l'école, points de service d'élèves du trouble du syndrome de l'autisme et aussi un point de service pour des élèves d'accueil, alors qui commencent à s'exprimer en français. Donc, lorsqu'on sort comme ça, on essaie de faire un mélange d'inclure tous ces élèves-là. Alors, pour nous, là, c'est important que ces élèves-là, bien, ils puissent s'approprier leur territoire, leur milieu, l'endroit où ils vivent. Vous avez vraiment bien fait ça. On y va. Apporte ton sac à dos. Ça a bien été? Oui. Avez-vous réussi à faire les signes? Lesquels que vous avez fait pour voir? Montrez-moi ça. Quel signe que vous avez fait? C'est quel signe, ça? Arrêt, excellent. Moi, je trouve déjà retenir les signes, parce que je trouve que c'est difficile. Puis aussi garder une certaine distance entre les vélos. Même moi, quand on avait fait le vélo, quelqu'un s'est arrêté brusquement, puis moi, j'ai pas suivi, donc là, j'ai cogné sa roue. Il faut vraiment être rapide, il faut avoir des réflexes. On est sorti de l'école et on a fait 3-4 kilomètres pour se rendre ici. Et vraiment, j'adore ça. C'est comme un nouveau concept pour moi. On a commencé en 6e année et j'aimerais faire ça au secondaire dans le futur, car en fait, c'est comme une petite activité sportive durant les heures de cours. Et vraiment, c'est super. On sait que les jeunes sont beaucoup moins actifs qu'avant. Est-ce que c'est vrai qu'on ressent déjà les impacts de ça sur leur santé? On n'a pas nécessairement une dégradation de la santé des jeunes. Par contre, ce qu'on a, c'est une forme de stabilisation. Dans les années 80-90, il y a eu vraiment une chute drastique des indicateurs de santé au niveau des jeunes, ce qui a amené à tout un ensemble d'initiatives pour amener à l'éducation à la santé, pour travailler sur les saines habitudes de vie des jeunes. Ce qui est frappant, ce qui est vraiment visible pour les enseignants en ce moment, c'est les habitudes de loisirs qui ont changé. Alors, les habitudes de loisirs se produisaient beaucoup à l'extérieur, et puis maintenant, bien, elles sont beaucoup plus à l'intérieur et derrière un écran ou un écran loisir.
Et puis ça, on le remarque, on peut le voir là, de manière très, très, très tangible. C'est une des raisons pour lesquelles on va souvent à l'extérieur, c'est qu'on pense que ça peut avoir des impacts sur la consommation d'écrans loisirs, même après les heures de l'école. Oh! Il y a 4 recommandations pour le Canada pour la santé des jeunes. Le premier, c'est de faire bouger les jeunes, de les faire suer. Donc là, ce qu'on recommande, puis c'est aligné sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui recommande pour les jeunes de l'activité modérée à élevée, donc en termes d'intensité, au moins 1 heure par jour. Le deuxième, c'est des temps d'écran qui sont moins de 2 heures. Le troisième, c'est un temps de sommeil de qualité, donc vraiment de dormir un temps de sommeil qui est suffisamment long. On parle de 8 heures à peu près par jour minimalement. Puis le dernier, c'est réduire les comportements sédentaires. Par exemple, c'est de passer moins de temps sur les écrans, c'est de passer moins de temps assis. C'est quoi les risques si cette sédentarité-là persiste chez les 9-12 ans? On parle de conséquences qui sont physiques, par exemple le diabète de type 2 qui va pouvoir augmenter, par exemple des problèmes d'arthrite qui vont survenir beaucoup plus tôt lorsqu'on est à l'âge adulte. Donc tout un ensemble de choses physiques qui vont nous impacter, vite. Wouhou! OK. Où est-il, ce ballon? Trop cher, hein? Ah ouais? Ouais. Contrôle, impeccable. C'est pour le show. plus ventant! Pourquoi est-ce que c'est important de faire bouger les 9-12 ans en particulier? Alors, c'est le passage de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Et c'est là où on observe, en fait, dans le domaine de leurs habitudes de vie, une cassure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les champs d'intérêt changent. On a tendance à passer plus de temps avec des amis, on veut flâner, on veut aller traîner dans le parc, on veut faire d'autres activités qui sont moins de « je jette un ballon, puis je vais spontanément, un enfant, il va spontanément courir après le ballon, jouer ». Par contre, à partir de 9-12 ans, là, on rentre dans la période de l'adolescence. C'est normal, le cerveau évolue, le corps évolue également, on a des nouvelles possibilités, des bras qui sont plus longs, des jambes qui sont plus longues, on court plus vite. Donc, il faut nécessairement... les champs d'intérêt changent complètement et donc on se tourne plus vers les amis, vers ses proches. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est de trouver des activités. Puis là-dessus, l'éducation physique dans le milieu scolaire et travaille là-dessus, c'est d'amener les jeunes à trouver des activités qu'ils vont faire avec leur père, avec lesquelles ils vont avoir du plaisir à faire. On va vous montrer 2 activités. Ceux qui vont être avec M. Jocelyn, vous allez apprendre à faire le bye-bye, un petit jeu de lancer pour pratiquer ses lancers. Puis lorsque vous allez être avec moi, vous allez apprendre à faire du 3 contre 3. Est-ce que c'est bon, ça? Et après ça, on va échanger. Alors, le basket, bien, ça permet de travailler des habiletés, par exemple, de savoir se repérer dans l'espace, savoir où se placer. Ça permet aussi de travailler de la synchronisation avec un partenaire pour faire des passes, pour se déplacer, des stratégies d'équipe. Alors, donc, ça permet de travailler un petit peu tout ça en interagir. Puis, bien, plus de manière individuelle, bien, tout ce qui est coordination, lancer, alors ce sont des spécialités du basket. Alors, c'est sûr que sur le plan des habiletés motrices et des habiletés, donc, en interagir, bien, le basket, c'est un sport de choix. Quand tu es prêt, tu fais une passe et on commence. Aujourd'hui, on fait du basketball. On a commencé il y a 2-3 semaines. Alors, on est quand même nouveau au concept. Et plutôt, j'aime ça. Bien sûr, je préfère le soccer, mais le basketball aussi, c'est bien. Je préfère jouer au basketball extérieur parce que déjà, tu as plus d'air, tu as beaucoup plus d'espace. Tu transpires beaucoup quand tu fais beaucoup de sport. Donc là, quand l'air vient sur toi, ça te rafraîchit. Puis aussi, ce que j'aime, c'est quand je fais des passes à mes amis, quand on marque des buts, quand on se fait des belles passes, puis on communique beaucoup. C'est très amusant. Nous, on sort souvent. L'idée, c'est on veut faire explorer, faire découvrir une panoplie d'activités physiques aux élèves. Et puis, bien, le basket, c'est une activité populaire qu'ils connaissent déjà, donc on pourrait avoir tendance à ne pas la mettre dans notre programme scolaire. Mais par contre, si on ne faisait pas ça, bien, une fois au secondaire, le basket est très populaire au secondaire, bien, on verrait peut-être des élèves qui n'auraient pas assez confiance en leurs moyens puis ne s'inscriraient pas au basket au secondaire. Donc,
c'est en quelque sorte un devoir pour nous de placer le basket dans notre programmation. Oh là là! Quand on tente de rendre plus actifs nos jeunes de 9-12 ans, est-ce qu'on s'y prend de la même façon avec les garçons qu'avec les filles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des activités qu'on propose à l'école aux jeunes sont principalement portées vers des activités qui sont plus traditionnelles et qui rejoignent plus l'intérêt des garçons. Donc, ce sont des activités qui sont plus compétitives, qui sont plus sportives, qui sont plus collectives. Donc, tout un ensemble d'intérêts que les jeunes garçons ont plus d'intérêt. Par contre, les jeunes filles, elles ont d'autres intérêts. Par exemple, les côtés artistiques, le côté création, le côté vision du rythme, etc. Et ça, ce sont souvent des activités qui sont moins mises en valeur dans les activités qu'on propose aux jeunes. D'où l'intérêt de proposer aussi, d'être sensible à proposer des activités qui vont rejoindre aussi ces jeunes filles-là, puis qui vont leur proposer une forme de diversité. Ça ne veut pas dire qu'un garçon ne va pas être intéressé nécessairement par de la danse ou de la gymnastique. Ce qui est important, c'est d'être sensible par rapport à leur sensibilité, par rapport à leurs intérêts, par rapport à ce qu'ils veulent faire. OK. Oh! Les bras en l'air! Ouais! Yeah! Par rapport à l'éducation en plein air, c'est quoi nos solutions pour rendre les élèves de 9-12 ans, encore une fois, plus actifs à l'école? Le simple fait d'être à l'extérieur, on n'est pas assis sur une chaise, donc déjà, on n'est pas sédentaire. Donc déjà là, puis là, il y a eu des études qui ont démontré la mesure de dire, à partir du moment où je vais faire de l'école dehors, ne serait-ce que des mathématiques, aller lire à l'extérieur, je vais être plus actif que si j'étais simplement assis, les fesses sur la chaise de l'école. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi un haïku? Alors aujourd'hui, on a aussi fait un atelier de haïku. C'était une écriture de poèmes. L'idée, c'est de s'inspirer de l'environnement autour des élèves pour pouvoir écrire ces haïkus-là. Aujourd'hui, là, on était plus dans le mode inspirant, on regarde ce qui est beau pour pouvoir écrire. C'est 3 lignes, on appelle ça des vers, puis chacun des vers doit respecter un nombre de syllabes. 5, 7, 5. Aujourd'hui, on va exploiter nos 5 sens et on va les transférer dans un poème qui contient, comme vous avez bien dit, 5 lignes. C'est un poème japonais qui va nous demander d'aller chercher nos émotions, les amis. Mariam, est-ce que tu peux faire la lecture d'un poème? Printemps sur la clôture de temps, un papillon au soupir besoin. Même pour chasser, le papillon ne semble jamais pressé. Ah, le jeune pharaon et chasse le papillon et se rendort. Nos élèves font des activités assez régulièrement à l'extérieur, puis on s'est aperçu que ça avait un effet sur leur motivation intrinsèque. Ça, c'est peut-être dû au fait que les activités qu'on leur propose, elles ont un petit peu plus de sens pour eux. Par exemple, si on leur propose de venir faire du basket à l'extérieur, ils voient que ça peut leur être utile assez rapidement parce qu'ils pourront après ça reproduire le soir, après l'école, la fin de semaine, les activités qu'on leur montre. Alors, ça fait du sens pour eux. Et puis, on développe aussi, d'un autre côté, leur sentiment d'appartenance. Parce que quand on se déplace, on se déplace tout notre petit groupe ensemble. Et puis, on interagit, on s'entraide. Alors, tout ça fait en sorte que nos élèves sont plus motivés de manière intrinsèque, sont plus engagés. On avait 2 équipes divisées. Et j'étais en équipe avec mes amis. Et ça, j'étais très content. Ce que j'aime vraiment jouer au basket, c'est avec mes amis, parce que quand tu joues avec des inconnus, là, t'es pas trop à l'aise avec eux. Mais quand t'es avec tes amis, tu te rassures beaucoup et t'es en sécurité avec eux. Ce qui est enfin important, c'est aussi de développer dans ces cours d'éducation physique ou dans des activités qu'ils vont faire à l'extérieur, un certain sentiment de compétence. Ça veut dire je me sens bon à faire quelque chose. Ce sentiment de compétence va donner une capacité de la personne à dire j'ai envie de continuer à jouer au badminton. Et je le fais avec la petite Brenda, parce que c'est mon amie. Donc, c'est important de donner toutes ces habiletés au niveau des activités physiques à ces jeunes pour qu'ils les gardent pour la suite. Bravo tout le monde! Yeah! Bravo! La plus grande des sportives dans ce monde, c'est moi! Il y a un adage qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Et pour permettre à un enfant de vivre l'école en plein air, ça prend un village, oui, mais même plus. À Laval, on a une municipalité, un centre de service scolaire et plusieurs organismes qui ont choisi de travailler ensemble. Marie-Claire, enseignante au primaire, a choisi de s'appuyer sur ce solide réseau pour faire ses premiers pas en pédagogie en plein air.
notre activité aujourd'hui, nous nous rendons au parc Saint-Édouard. Merci beaucoup. Puis par la suite, on va se déplacer un petit peu plus pour aller dans le Boisé-la-Source, qui est tout à côté. Je vais donner une feuille par équipe, si on veut, puis vous allez avoir comme première étape d'aller les installer avec une épingle à linge au parc. Quand vous avez installé votre question, là, vous venez me voir sur le terrain gazonné et on va procéder à la distribution du matériel pour votre feuille réponse. Le quiz, c'est vraiment une activité du type révision. Puis en plus, je le rends actif. C'est pour cette raison-là qu'on le fait à l'extérieur, parce que les enfants sont toujours en déplacement. Mon but premier, c'est de faire aimer l'école aux élèves, tout simplement. C'est de leur créer des bons moments, des belles sorties. C'est qu'il y ait le goût de revenir le lendemain, tout simplement, et qu'il y ait une belle motivation derrière tout ça, pour qu'il y ait un long parcours scolaire. Moi, faire l'école dehors, je trouve ça très chouette parce qu'on peut voir la nature. J'aime bien les couleurs. J'aime bien avoir les vents dans les cheveux. Moi, j'aime ça être dans la nature. C'est comme si je me sens plus bien à l'extérieur. Faire l'école à l'extérieur, je trouve ça vraiment bien parce que comme on est dans un grand environnement, tu sais, comme on peut apprendre plus de choses. Comme c'est un peu comme l'école normale, c'est juste que c'est genre une énorme classe. Tu peux apprendre plus de choses sur la nature, puis comme genre ça, c'est vraiment cool. Oui, crayon tablette. Le fait de faire le quiz à l'extérieur amène une dimension différente puisque là, on a un grand territoire. On n'est plus à l'intérieur des murs. Donc, les élèves, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont sauter. Ça leur permet de bouger. C'est vraiment ça. Puis en plus, le niveau de voix, il peut être plus élevé qu'à l'habitude puisqu'on dérange personne à l'extérieur. 450 par mètre, combien de mètres? L'idée d'intégrer la pédagogie en plein air m'est venue grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup d'enseignants commençaient à partager soit des activités ou des photos, tout simplement, de leur activité vécue avec les élèves. Puis, par la suite, j'ai vérifié auprès de mon centre de service scolaire et j'ai vu qu'ils offraient une formation. Donc, je me suis inscrite tout de suite. Quand tu as répondu à toutes les questions, je vais te demander de revenir sur la zone gazonnée. C'est la première année que je fais la pédagogie en plein air. Donc, je suis vraiment en mode exploration, découverte. Il y a quelques défis quand même là, pour se lancer dans cette grande aventure. Mais si on est bien accompagné, ça l'enlève un poids extraordinaire. Il faut juste planifier des activités simples, je dirais, et qui demandent peu de matériel. Souvenez-vous, là, quand on fait le tableau, pour intégrer la pédagogie en plein air, il faut être tout simplement flexible et s'attendre à ce qu'il y ait des changements durant l'activité. C'est sûr qu'il va y en avoir. C'est parti, allez-y! Marc-Claude est là pour m'aider, pour m'accompagner dans mes sorties, pour me référer des gens, des naturalistes, pour me donner des idées d'activités, pour aller chercher du matériel. Du financement, des fois, que tu puisses sortir avec tes élèves. Je suis là surtout pour te donner confiance. Un support moral. Mental et moral. Exactement. C'est parfait pour les enseignantes qui débutent comme moi. La pédagogie en plein air. OK. Tu as besoin d'aide? J'ai la chance d'avoir le plus beau travail du monde. On soutient les écoles qui font des demandes ou des enseignants qui font des demandes pour sortir hors les murs avec leurs élèves. Donc, mais c'est un travail vraiment d'équipe, de collaboration vraiment avec les centres de services. Nous ne sommes pas des enseignants, mais on est des facilitateurs. Notre travail, c'est vraiment de les soutenir, de leur donner des ressources, de les mettre en lien avec nos conseillers pédagogiques du centre de service. Pour le quiz, les notions, j'y ai intégré des mathématiques, du français, de la géographie, de l'histoire. Je pourrais même mettre des sciences aussi. C'est vraiment, là, ça prend n'importe quelle notion vue en classe, mais sous forme de quiz. Pas sûr, hein? Bravo! Lâche pas! Quand un milieu se mobilise pour aider les enseignantes et les enseignants à adopter la pédagogie en plein air, ça fait
toute la différence. À Laval, il y a déjà une vingtaine de CPE et une trentaine d'écoles qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Mais est-ce que cet exemple-là pourrait être reproduit ailleurs au Québec? Pour la chasse aux angles, l'activité est simple. On va commencer par observer tous les angles observables sur des constructions, des objets. Par la suite, on va se rendre dans le boisé La Source, puis on va aller faire une chasse aux angles avec des éléments de la nature. C'est notre beau champignon! Dans le boisé, si on voit que le sentier, c'est difficile de circuler, tout ça, moi, je peux prendre l'initiative d'écrire à la ville, à la conseillère, pour qu'elle puisse faire le pont avec son équipe d'entretien, pour qu'ils puissent rendre le sentier en bon état. Alors, je te laisse plusieurs minutes pour partir à la recherche des éléments de la nature. La broche ici. OK. Écrivez-le. L'avez-vous mis? Un angle obtus. Attends, c'est angle. Attends, obtus. Aigu. Ah non, c'est aigu ça. Angle. Non, ça c'est obtus. De quoi? Regarde. La broche, elle fait un angle. Non, toi tu parles de la broche, moi je parle du bout. Donc. Tantôt, là, on trouvait plus des angles droits. Et dans la forêt, on dirait que c'est différent ce qu'on voit. C'est plus aigu. Voilà. On a un objectif commun, en fait, c'est de faire en sorte que nos enfants puissent sortir, profiter des boisés de proximité, de la petite enfance jusqu'en secondaire 5. On a la chance d'avoir les clubs 4H qui sont sur notre comité Grandir en nature, ainsi que Canopé qui gère 8 grands boisés lavallois. 4H et Canopé font équipe pour soutenir nos milieux scolaires. On peut faire appel à eux pour venir explorer, mettons par exemple ici un boisé de la Source, ou on pourrait délimiter une zone d'exploration nature avec nos jeunes pour faire en sorte qu'on ne piétine pas des espèces vulnérables. Mais l'important, c'est d'avoir un équilibre en fait entre l'exploration des jeunes, mais préserver la biodiversité de nos milieux. Maria, dis-moi, c'est quoi l'ampleur du soutien du gouvernement québécois et des municipalités en lien avec l'école en plein air? Ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a de plus en plus des municipalités qui sont conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer dans la santé de leurs citoyens. Et elles sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans les projets d'éducation en plein air avec des partenaires qui viennent du milieu scolaire ou de l'ISOBNL. Puis le gouvernement du Québec, lui aussi, commence à offrir son soutien de différentes manières, mais ça peut être, entre autres, en offrant du financement pour l'aménagement de classes extérieures lorsqu'il y a la rénovation de cours d'école. Ça peut être aussi en offrant du soutien à des OBNL qui offrent des formations ou des cours en ligne ou différentes choses sur la pédagogie en plein air. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de petites ou de grandes municipalités puis de leur collaboration avec ceux et celles qui veulent implanter l'école en plein air pour les 9-12 ans? Je pense à la MRC de Joliette qui s'est impliquée avec des partenaires pour faire un parcours éducatif à l'extérieur autour du cimetière. Et ça permet vraiment aux jeunes à la fois de vivre des expériences à l'extérieur, mais aussi de découvrir l'histoire, leur patrimoine. Donc, c'est vraiment fabuleux là, que les municipalités s'impliquent dans des projets comme ça qui permettent d'aider les jeunes et les enseignants qui veulent faire l'éducation en plein air. Mais il n'y en a pas beaucoup dans la nature. Sinon, c'est comme la friche. Plus grand tes horizons, peut-être tu peux regarder au ciel aussi. Angle obtus. Il y a beaucoup de trucs avec des branches, hein, j'ai remarqué. Oui, il y a beaucoup de feuilles, branches. On peut pas essayer de trouver d'autres choses. C'est roche. La pédagogie en plein air, ça permet aux jeunes de s'ancrer dans leur milieu parce qu'ils découvrent les boisés de proximité, ils découvrent les parcs, les rues environnantes. Ils peuvent ainsi prendre soin de leur environnement parce qu'on leur enseigne aussi, par la pédagogie plein air, à vraiment faire attention à la biodiversité qui les entoure, à en prendre soin. Donc, on espère ultimement que nos jeunes lavallois puissent après réinvestir ces lieux-là de proximité, sortent avec leur famille, ils retournent en famille la fin de semaine. C'est vraiment notre objectif. Depuis que je suis petite, j'ai toujours pris des marches ici, genre avec mes parents. On vient souvent au parc après l'école, des fois. Puis, des fois, quand mes parents ils pratiquent le baseball avec mon frère et ma soeur, moi, je vais me promener puis je dessine les affaires qu'il y a dans le bois. J'aime vraiment ça. C'est comme vraiment... Tu sais, quand tu es dans la maison, tu peux pas retrouver toutes ces espèces d'arbres-là. On a des liens avec l'arrondissement, les organismes paramunicipaux, alors tout ce qui gravite dans la communauté autour de l'école. Un bon exemple d'une belle relation où ça facilite, en fait, le fait qu'on amène les élèves à l'extérieur, c'est les billets d'autobus du transport en commun. Moi, j'ai juste besoin d'écrire un petit courriel à une personne
à l'arrondissement. Après ça, on va chercher les billets et puis on peut faire déplacer plein d'élèves gratuitement dans la ville. Est-ce qu'on peut dire que les municipalités ont un réel pouvoir pour soutenir la pédagogie en plein air? Ah oui, absolument. Elles ont d'abord le fabuleux pouvoir de pouvoir aménager des espaces verts à proximité des lieux éducatifs. Et ça peut être des grands parcs, mais ça peut être des plus petits parcs, des petits, même des petits îlots de fraîcheur, là. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça donne un lieu où les enfants peuvent sortir à l'extérieur et aller faire la classe avec leurs enseignants. Quand les municipalités s'impliquent comme ça avec les partenaires de l'éducation, là, que ce soit le milieu scolaire ou les OBNL, bien, en fait, ça donne la chance aux enfants de passer du temps à l'extérieur, de faire des apprentissages à l'extérieur, mais aussi de découvrir leur territoire, de découvrir leur quartier, de s'ancrer dans leur milieu. Ça leur donne des racines dans leur communauté. Et ça, là, c'est vraiment puissant. Offrir ça aux enfants, c'est un vrai cadeau. Offrons un cadeau. Le plus beau cadeau. Le plus grandiose des cadeaux. On le répétera jamais assez, la fin du primaire, c'est une étape charnière dans la vie d'un petit humain. Stressante aussi, parce que c'est le moment où on va passer du club des plus vieux au club des plus jeunes. Faire l'école dehors, ça réglera pas tout, mais ça peut très certainement contribuer à développer des bonnes aptitudes et aussi des bonnes habitudes de vie pour plusieurs années à venir. Et pourquoi pas commencer le secondaire du bon pied. Bisous!